apparaître là, les présentations d'accès spécial sur un site YouTube. Fait que vous allez pouvoir les reconsulter à nouveau. Donc, en introduction aujourd'hui, je veux juste vous aviser que nos objectifs avec le groupe Accès spécial, c'est de vous rejoindre virtuellement afin de mieux faire connaître et comprendre ce qui entoure la sclérose en plaques. Nous sommes 4 infirmières spécialisées en sclérose en plaques qui participent à l'élaboration et à la conception de ces présentations-là. Donc, Judith Brouillette qui a fait la première présentation il y a à peu près 2 mois, Nathalie Caron, moi-même qui fait la présentation de ce soir et il y a aussi José Poirier et Isabelle Jalbert. Alors, je vous remercie. Je tiens à vous remercier tous et toutes d'être présents, malgré la chaleur et le beau temps, de nous consacrer du temps pour essayer de mieux comprendre ce qui entoure la sclérose en plaques. Alors, la première présentation va viser à parler des pseudo-poussées, les poussées et les symptômes démystifiés. Je tiens juste à vous signaler que Accès spécial, les formations sont données par 4 infirmières spécialisées en sclérose en plaques, mais je tiens à ce que vous preniez note que les propos des conférences, ils vont être basés sur l'expérience clinique des infirmières d'Accès spécial. Nous désirons porter votre attention à ce que la plateforme utilisée est publique. Par conséquent, ce que vous écrirez le deviendra. De plus, par le souci de confidentialité, aucune consultation privée ne sera réalisée ainsi qu'aucune question relative à votre dossier médical ou d'ordre personnel ne seront répondues. Nous vous demandons donc de vous référer à votre clinique de suivi, votre neurologue traitant ou encore votre programme de soins si vous avez si vous en avez un ou si vous désirez discuter là, de votre situation personnelle. Pour ce qui est des médicaments, nous ne parlerons pas de médicaments, de nom de médicaments, mais plutôt de classes spécifiques. Nous vous demandons à nouveau, si vous présentez des effets secondaires ou des soucis en ce qui concerne la médication ou que vous prenez actuellement, de vous référer à votre équipe traitante ou au programme de soutien téléphonique correspondant à votre traitement. Ceci est par souci de confidentialité et par éthique professionnelle, en relation avec les règles de l'Ordre des infirmières du Québec et la loi des aliments et des drogues. Alors, merci à tous d'être présents ce soir et de nous permettre de vous rejoindre virtuellement afin de mieux connaître et comprendre ce qui entoure la sclérose en plaques. Le plan de la présentation de ce soir, on va parler un petit peu de pathologie, les symptômes, les traitements des symptômes, qu'est-ce qu'une poussée? Je vais vous présenter un algorithme, la façon dont on fait l'évaluation de ces symptômes-là ou de ces poussées-là et les traitements possibles. On va essayer aussi de vous faire comprendre pourquoi on tient tant à bien contrôler la maladie, puis sur quels critères d'évaluation de l'évolution de la maladie les neurologues se basent pour évaluer la réponse au traitement ou de la maladie au traitement, donc ce qu'on appelle le NEDA, qui est No Evidence of Disease Activity, donc pas d'évidence d'activité de la maladie. Selon moi, tout commence par la connaissance et la reconnaissance de la maladie et de ses symptômes. Donc, l'information, l'enseignement, ça devient une priorité. La sclérose en plaques, principalement, c'est un dérèglement de notre système immunitaire qui s'attaque principalement au niveau du cerveau, la moelle épinière et des nerfs optiques. Un axone sain, on le voit ici, c'est un axone qui présente aucune brèche. Il n'y a pas eu d'attaque du tout au niveau par rapport de la part des globules blancs. Tandis qu'un axone qui est un petit peu atteint par les lymphocytes ou les globules blancs qui sont un peu déréglés en sclérose en plaques, vont faire des brèches, vont occasionner des bris au niveau de la myéline, l'enveloppe qui recouvre l'axone. Donc, c'est comme un peu le caoutchouc là, qui recouvre un fil électrique. Puis, ce qui va faire qu'il va avoir une perte d'énergie de conduction qui va provoquer des symptômes associés à cette lésion-là. Donc, c'est un peu le processus là, de ce qui se passe en sclérose en plaques. Puis, on en a parlé un petit peu lors du premier webinaire là, qui a été fait par Judith Brouillette.
Pour ce qui est des atteintes, tout dépendant de la région ou de la localisation des lésions qui vont avoir eu lieu. Donc, ici, on a le cerveau, puis on voit qu'il y a plusieurs portions du cerveau qui ont différents rôles à jouer. Donc, ici, on voit la portion orange qui est plus centrée au niveau de l'attention. Donc, je ne veux pas nécessairement tout vous lire, mais il se peut que si on a des lésions qui se situent à ce niveau-là, ben, au niveau de l'éveil, au niveau de la concentration, ça soit plus difficile. Il y a aussi une portion qui est la petite portion orangée, qui est le langage oral. Il se peut qu'on ait plus de difficultés à s'exprimer, à articuler, tout ça. Il y a aussi la fonction exécutive qu'on voit ici en vert, qui est au niveau de l'organisation, de la planification des choses, ou pouvoir facilement passer d'une idée à une autre ou d'une planification de gestion de temps, l'organisation, de la planification de temps. Il y a aussi la motricité qui peut être atteinte si les lésions se situent à ce niveau-là. Donc, à ce moment-là, bien, au niveau du contrôle des mouvements, au niveau du corps, il se peut qu'on ait des différentes atteintes. Il y a la perception aussi de la forme des couleurs, la distance des objets au niveau visuel aussi, l'orientation. Des fois, on parle, nous, de proprioception. Il se peut qu'on ait de la difficulté à bien s'orienter dans l'espace si on n'a pas de point de repère nécessairement, s'il y a des atteintes à ce niveau-là. Au niveau du langage écrit ou de la mémoire, souvent les gens vont se plaindre de mémoire, de troubles de mémoire à court terme ou à long terme. On se fie beaucoup aux images radiologiques. C'est une façon, c'est la meilleure façon qu'on a de suivre peut-être plus subjectivement la maladie, parce que les symptômes, vous nous les rapportez, mais il y a des choses qu'on ne voit pas nécessairement ou qui n'occasionnent pas nécessairement de symptômes. Donc, les images radiologiques sont super importantes en sclérose en plaques. Donc, principalement, ce qu'on cherche à suivre, c'est le cerveau, le nerf optique et la moelle épinière. On peut avoir des lésions qui vont être silencieuses ou non, particulièrement au niveau du cerveau, parce que tout dépendant de la région où les lésions vont se localiser dans le cerveau, il se peut qu'on ait des symptômes associés, mais pas nécessairement. Donc, c'est ce qu'on appelle les lésions silencieuses, les lésions qui occasionneront pas nécessairement de symptômes. C'est pour ça que plus souvent en clinique ou dans le suivi d'un patient, on va faire plus de résonance magnétique cérébrale parce qu'il se peut qu'il y ait des événements qui se produisent qui n'aient pas nécessairement occasionné de symptômes ou parfois, vous le savez très bien, vous ressentez des symptômes, puis à ce moment-là, on les visualise à la résonance magnétique. Au niveau du nerf optique, ben, puis la moelle épinière, on parle des lésions sommeuses d'alerte. Ça, c'est clair et net que vous allez être les premiers. Les patients vont être les premiers à nous signaler le fait qu'il se passe de quoi. Ils vont nous appeler, ils vont nous dire, vous allez nous appeler, vous allez nous dire que, bon, il y a une perte de vision, il y a des troubles de vision, une vision double, peu importe, là, différents types de symptômes reliés à la vision, mais c'est ce qui va nous faire penser que, bon, il pourrait se passer quelque chose à ce niveau-là ou ailleurs. Il y a aussi au niveau de la moelle épinière, bien, c'est clair et net que s'il y a une nouvelle lésion qui apparaît au niveau de la moelle épinière, bien, il va toujours avoir un symptôme associé. Donc, c'est pourquoi qu'en général, on ne fait pas nécessairement de suivi régulier de la colonne de la moelle épinière en résonance magnétique. On va plutôt se fier aux symptômes que les patients vont présenter. Puis, à ce moment-là, bien, s'il y a des symptômes qui apparaissent, on va juste aller confirmer en allant voir si c'est vrai réellement passé quelque chose au niveau de la moelle épinière. Quels sont les symptômes possibles? Là, il va vraiment en avoir beaucoup, puis je ne veux pas vous en fassiez avec ça, là, mais c'est important que je pense qu'on fasse le tour un petit peu de tous les symptômes qui peuvent apparaître en sclérose en plaques. Donc, ils sont vraiment multiples. Au niveau sensitif, on peut avoir des engourdissements, des picotements, des fourmillements ou des sensations de ruissellement sur le corps. Il y a des gens qui vont ressentir des sensations de brûlure, de la diminution de sensibilité au chaud ou au froid, ou même une augmentation de cette sensibilité-là, ou même une intolérance là, au chaud, au froid, à l'eau froide ou dans la piscine, peu importe. On peut aussi ressentir des sensations de serrement au niveau, mettons, des articulations, des membres, mais aussi une sensation de serrement au niveau du tronc, comme si quelqu'un nous serrait fort, 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 puis c'est pas nécessairement réel, là. On peut ressentir aussi le signe de l'hermite.
Il y a plusieurs patients qui vont présenter ce signe-là, qui est une sensation de décharge électrique le long de la colonne, puis ça peut irradier au bout des doigts et jusqu'aux pieds. C'est vraiment une sensation de décharge électrique lors d'un mouvement de la tête vers le bas. Là, on va pencher la tête vers l'avant et ça déclenche ce phénomène-là. Il y a aussi le phénomène du TOF, qui est une sensibilité ou même une hypersensibilité à la chaleur qui est qui réactive certains symptômes. Donc, ça peut être lors d'exposition à des très grandes chaleurs à l'extérieur, comme on a actuellement lors de canicules. Ça peut aussi être lors d'une douche, d'un bain ou si on se baigne dans la piscine ou des choses comme ça, à ce moment-là, ben, parfois, quand on va refroidir, les symptômes vont s'atténuer. Si on s'expose à l'air climatisé, les symptômes vont s'atténuer. Mais principalement, ce qui va provoquer l'apparition des symptômes, ça va être la chaleur. Il y a des symptômes moteurs qu'on peut avoir aussi, qui est des sensations de faiblesse subite au niveau des jambes, qui entraînent des déséquilibres ou même des chutes. La difficulté à parler, à articuler, difficulté à avaler, avoir une démarche qui peut être chancelante et brieuse, comme si on avait pris de la boisson. On peut avoir des troubles de coordination, on s'en rend compte lorsqu'on essaie de faire des mouvements précis, l'écriture, brossage des dents, des choses comme ça. Des tremblements, l'ataxie, des vertiges, des étourdissements, des sensations de lourdeur dans les jambes ou même un pied tombant quand on a des faiblesses au niveau d'un membre inférieur. Des spasmes aussi, des mouvements incontrôlés, soit des bras, des jambes, c'est un mouvement qui part automatique sans qu'on ait eu le temps d'y penser. De la rigidité lorsqu'on essaie de faire un certain effort, une rigidité qui va se développer au niveau d'un membre en particulier. Pour ce qui est des symptômes visuels, on peut avoir de la vision double, avoir les yeux croches ou qui ne sont pas nécessairement alignés des fois, ou qui vont bouger de façon saccadée. Nous, on appelle ça le nystagmus. On peut avoir de la douleur derrière les yeux aussi lors de la mobilisation des yeux, une vision floue, une vision trouble. Il peut y avoir aussi une apparition de points noirs constants qui affectent notre vision, un trou noir qu'on appelle, on va parler de scotome de notre côté. Une diminution de la perception des couleurs aussi, dans le sens que si on regarde la couleur rouge, il se peut qu'elle soit fade, atténuée, tout ça, moins vivante ou qui apparaît pas aussi bien là, qu'à l'habitude, puis que ça soit nouveau. On peut avoir des symptômes aussi au niveau sphinctérien, donc des urgences urinaires, des mictions qui vont être des mictions, donc aller à la toilette plus fréquemment, des incontinences ou des fuites urinaires, avoir besoin nouvellement de porter des protections, mettons pour une femme, des difficultés à initier ou à commencer à faire pipi, des difficultés à bien vider sa vessie. On y retourne souvent parce qu'on n'arrive pas à nécessairement bien la vider. Il peut y avoir des symptômes intestinaux comme de la constipation, des urgences pour aller à la selle ou même des incontinences. Il peut y avoir des problèmes aussi au niveau sexuel. C'est certain qu'à partir du moment où on a des problèmes urinaires ou intestinaux, on peut penser qu'au niveau sexuel ou de la sexualité, il peut y avoir des atteintes. Donc, les hommes peuvent avoir des problèmes érectiles. Chez les femmes, on va voir de la sécheresse vaginale, des difficultés à atteindre l'orgasme ou des pertes de sensibilité ou même de la douleur lors de la pénétration ou des choses comme ça. Dans les deux cas, il peut aussi avoir une diminution possible de la libido. Puis, on en reparlera un petit peu plus tard, là, mais oui, c'est des symptômes qui peuvent être liés à la sclérose en plaques, mais qui ne sont pas nécessairement toujours. On peut avoir aussi des symptômes cognitifs, la diminution de la mémoire, diminution de l'attention, difficulté à traiter l'information, la difficulté à résoudre des problèmes, la fatigue intense, la baisse d'énergie, des siestes qu'on doit faire régulièrement pour réussir à passer au travers d'une journée. On peut avoir des changements au niveau de l'humeur, de l'euphorie, des rires spasmodiques, de la dépression, des pleurs ou des rires qui sont comme un peu incontrôlables. Il y a d'autres symptômes aussi qu'on peut voir, dont la névrasie du trijumeau. Ça, c'est une douleur vive qui apparaît de façon subite
On appelle ça des accès paroxystiques. Ça apparaît subitement, ça s'en va, ça revient subitement, ça s'en va. C'est souvent des douleurs au niveau du visage qui peuvent être du côté droit, du côté gauche. Puis ça peut arriver plusieurs fois par jour, ces spasmes-là. Ça peut être de courte durée, ça peut être sous forme de crampes, de spasmes. Puis ça peut être très intense et très, très, très désagréable. Il y a même des patients qui vont ralentir ou moins manger. Ils n'arrivent pas à s'alimenter comme il faut parce que ça provoque trop de douleur, tout ça. Fait que c'est souvent un symptôme qu'on va traiter en urgence. Puis oui, il y a vraiment des médicaments qui peuvent agir à ce niveau-là. Il y a aussi d'autres types de douleurs qui peuvent être paroxystiques ailleurs dans le corps. Puis souvent, ben, c'est ça, c'est à voir et à investiguer là, lorsque ça se produit, puis en parler à votre équipe traitante. Je tiens je veux que vous vous rassuriez, là, c'est sûrement pas des symptômes que vous allez tous expérimenter. Ah, sérieux, c'est des choses qui peuvent arriver, puis c'est important de savoir que ces symptômes-là peuvent arriver, puis de les connaître. Ça nous permet de mieux les reconnaître au moment où ça se produit. Donc, les symptômes peuvent varier dans le temps. Les symptômes peuvent varier d'une poussée à l'autre, mais ne sont pas toujours reliés à une poussée. Les symptômes, ils peuvent être temporaires, ils peuvent être intermittents, ils peuvent être constants, ils peuvent être incommodants, invalidants, intolérables, résiduels ou même sous forme de séquelles. Ils peuvent être aussi des effets secondaires de traitement ou de médicaments qu'on prend. Donc, c'est toujours une question d'évaluation lors d'apparition de nouveaux symptômes. Il y a beaucoup de qualificatifs qui peuvent définir les symptômes, mais ils ne caractérisent pas nécessairement toujours une poussée. Les symptômes, ils peuvent varier d'une personne à l'autre. Puis c'est important de se souvenir qu'ils ne peuvent ne jamais se produire. Donc, on y va au jour le jour, on ne doit pas avoir nécessairement d'appréhension, mais on y va selon la présentation, puis ça, c'est du cas par cas. Ça, c'est des petites images un peu pour imaginer les symptômes. Donc, on peut avoir des sensations de fourmillement, de choc électrique, sensations de brûlure, de la douleur, de l'intolérance à la chaleur ou des engourdissements au niveau des mains. Est-ce que c'est toujours la SP, la sclérose en plaques? Bien, pas nécessairement. Beaucoup de symptômes peuvent être aussi associés à la ménopause, à l'anémie, au diabète. Il y a plein de choses. Donc, c'est certain qu'on est souvent inquiet lors de l'apparition des symptômes, puis on associe ça facilement à la sclérose en plaques, mais c'est important de pouvoir se questionner ou de pouvoir discuter avec quelqu'un pour voir éventuellement si ça ne peut pas être lié à autre chose ou à une autre situation en particulier. Le traitement des symptômes, mais il y a beaucoup de traitements possibles des symptômes associés à la sclérose en plaques. Donc, on va parler un petit peu des poussées plus tard, mais il faut savoir qu'on ne traite pas nécessairement toujours de la même façon. Puis une poussée, il y a vraiment des particularités à ça, mais qu'il y a moyen de traiter les symptômes sans nécessairement toujours avoir accès ou aller vers de la cortisone ou des traitements de corticostéroïdes. Donc, il y a des médicaments qui sont des antispasmodiques, des relaxants musculaires, des inhibiteurs de canaux potassiques qui vont jouer au niveau de la rigidité, des spasmes, certains symptômes urinaires ou aussi améliorer la démarche ou la souplesse. Il y a des analgésiques, des narcotiques, des prescriptions pour des douleurs neuropathiques qui peuvent vraiment beaucoup vous aider quand on parle de sensations de brûlure, de symptômes de l'hermite, signes de l'hermite, des élancements, des serrements, des décharges électriques ou même des douleurs mécaniques au niveau du dos, du cou, qui sont souvent particulièrement dues à l'immobilité ou au fait qu'on a des faiblesses à certains endroits. Il y a des traitements pour la dysfonction érectile qu'on peut utiliser aussi. Il y a des antispasmodiques, des anticholinergiques, des laxatifs qui peuvent aider au niveau des troubles urinaires ou des troubles intestinaux.
On a aussi des psychostimulants qu'on peut utiliser, certains antidépresseurs qui peuvent agir au niveau de la fatigue, au niveau de l'atteinte cognitive, au niveau de l'énergie, de l'humeur. Je tiens juste à vous dire de faire attention aux stimulants ainsi qu'aux drogues que l'on retrouve en vente libre. Donc, je ne veux pas nécessairement les nommer, mais c'est bien d'en discuter avec votre équipe traitante parce que l'important, c'est toujours de s'assurer qu'il y ait un bénéfice à ce que vous utilisez plutôt qu'un risque potentiel. Donc, il y a aussi les antidépresseurs qu'on peut utiliser, les antiépileptiques, lors de névralgie du trijumeau, douleurs neuropathiques, perturbations de l'humeur ou des troubles d'adaptation. Il ne faut surtout pas sous-estimer que l'exercice peut aider en sclérose en plaques. Donc, plus on est actif, plus ça peut aider au maintien de la mobilité, tout ça. Donc, faire de l'exercice au quotidien, du renforcement, maintenir la souplesse et tout ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire. Ça, c'est en votre pouvoir là, de pouvoir agir là-dessus, d'avoir des bonnes habitudes de vie. C'est clair et net que vous vous aidez à changer le pronostic de l'évolution de la maladie. Puis, c'est aussi démontré là, dans certaines études à certains niveaux. Donc, il y a la réadaptation aussi, quand on a besoin, il peut y avoir de l'ergothérapie, de la physiothérapie qui vont aider au niveau des symptômes, l'amélioration des symptômes. Il y a les appareils techniques qui peuvent être prescrits en vue de préserver ou de prévenir qu'il y ait des douleurs ou d'autres problèmes qui se développent. Donc, l'utilisation d'appareils techniques peut être vraiment pertinent pour s'assurer du maintien d'une bonne mobilité. Il y a les exercices de Kegel lorsqu'on parle de problèmes urinaires chez la femme particulièrement. Puis, il y a plein d'autres choses là, qui peuvent aider à partir du moment où je pense qu'on a une croyance en quelque chose, où on pense que quelque chose nous apporte vraiment un bénéfice. Bien, c'est bien d'aller vers ça, puis de continuer à faire ces choses-là qui nous font du bien. Comment analyser mes symptômes afin d'éliminer une pseudo-poussée? Bien, premièrement, on doit prendre en considération qu'est-ce qui se passe en ce moment autour de nous, qu'est-ce qu'on vit en ce moment. Est-ce qu'on a une fatigue actuellement qui est augmentée ou qui est plus marquée? Est-ce qu'on vit un stress qui est plus intense qu'à l'habitude, un choc émotif important? Est-ce qu'il y a de la présence de fièvre, des symptômes d'infection, des syndromes prémenstruels chez la femme? Souvent, dans la semaine qui précède les menstruations ou périmenstruelle, il peut avoir plus de fatigue, donc la réactivation ou la réapparition de certains symptômes. Il peut avoir le phénomène du TOF, des symptômes qui vont être provoqués par l'exposition à la chaleur ou à de l'exercice physique intense. Phénomène de l'hermite, qui provoque des symptômes choc électrique lors de la mobilisation de la tête là, vers l'avant, tout ça. Là. Fait que ça, quand c'est un signe qui a déjà été présent, on ne s'en fait pas. Si c'est quelque chose qui existait dès le départ de la maladie ou du diagnostic, c'est pas quelque chose qui nous préoccupe comme tel, parce que ça peut être résiduel, ça peut rester longtemps. Mais si jamais il y avait une apparition du signe de l'hermite nouveau, à ce moment-là, ça serait vraiment bien d'en discuter avec votre équipe traitante là, pour qu'on puisse évaluer s'il n'y a pas quelque chose de nouveau qui se passe au niveau de la maladie. Donc ici, on vous présente un algorithme qui vous permet de vous-même pouvoir questionner vos symptômes, puis savoir qu'est-ce qui se passe, puis peut-être vous rassurer à savoir si les symptômes que vous présentez peuvent être liés à une pseudo-poussée ou à une poussée franche, quelque chose de nouveau, d'actif ou d'aigu. Donc, on va se poser la question, est-ce que c'est un nouveau symptôme que je ressens actuellement ou c'est un ancien symptôme qui réapparaît ou qui augmente? Est-ce qu'il est présent de façon constante puis depuis plus de 24 heures? Sinon, ce n'est pas inquiétant. On va observer puis on regarde comment ça se passe. Si oui, est-ce qu'il y a des signes d'infection? Est-ce qu'il y a de la température qui est plus grande que 38 degrés, mettons? Est-ce qu'il y a des symptômes de toux, des symptômes urinaires, des augmentations de la fréquence d'émission, des choses comme ça? Est-ce qu'il y a une fatigue plus intense dernièrement? Est-ce que j'ai vécu une période de stress, un décès, une séparation, des problèmes au niveau du travail? Est-ce que je suis en période prémenstruelle? Est-ce que je suis surmenée, épuisée? Si oui, à ce moment-là, ça peut être une pseudo-poussée. On va traiter la cause. Il se peut qu'on ait besoin de voir un médecin de famille au besoin, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose d'inquiétant.
Sinon, il se pourrait que ça soit une poussée. Donc, est-ce que ces symptômes-là me nuisent au niveau fonctionnel, dans mon fonctionnement au quotidien? Est-ce que ça me nuit au niveau du travail, au niveau de mes études, au niveau de mes loisirs? Sinon, on va attendre s'il n'y a pas d'invalidité associée à ce symptôme-là. Puis, vous pouvez toujours, de toute façon, contacter votre équipe traitante pour en discuter, pour vous rassurer, tout ça. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est ancré dans le ciment, là, de dire que c'est comme ça, mais je pense qu'à un certain niveau, rendu là, si on est incertain, c'est correct d'en parler avec votre équipe traitante. Donc, si ça ne vous nuit pas, habituellement, c'est plus dans le sens qu'on va plus observer. Peut-être qu'on n'offrira pas nécessairement de traitement. Ça va être plus de l'observation, du soutien, mais il n'y a pas nécessairement de traitement associé à ça. Mais si ça vous nuit au niveau fonctionnel ou au niveau de votre travail, bien à ce moment-là, c'est important d'en parler à votre équipe. Peut-être d'avoir un rendez-vous médical, mais pas nécessairement, parce que surtout en temps de pandémie, on a fait beaucoup d'interventions au niveau téléphonique. Il se pourrait qu'on ait à traiter si effectivement ça l'affecte votre quotidien, puis il se pourrait qu'on ait à prescrire de la cortisone à ce moment-là pour tenter là, de casser ou de diminuer cette période, cette phase-là aiguë du symptôme pour tenter d'éliminer ou de diminuer le plus possible les dommages associés à cette période-là. Alors, qu'est-ce qu'une poussée vraiment? Bien, une poussée, on en a parlé un petit peu dans l'algorithme, mais on va juste refaire une revision. Donc, c'est un événement qui est nouveau, soit une nouvelle lésion. C'est la réactivation d'une ancienne lésion ou d'un ancien symptôme. C'est le reflet d'un épisode inflammatoire aigu d'atteinte de la myéline au niveau du système nerveux central. Les symptômes lors d'une poussée franche sont constants puis peuvent être progressifs. La durée de plus de 48 heures, 24-48 heures, en l'absence de critères de pseudo-poussée, qu'on a parlé un petit peu auparavant. Puis en moyenne, une poussée, ça peut durer de 3 à 12 semaines, mais ça peut se prolonger de plusieurs mois. Il y a différents types de poussées possibles. Il y a des poussées sensitives, des poussées motrices, poussées visuelles, puis des poussées radiologiques. Donc ça, on en a un petit peu parlé plus tôt, là, lors de la définition des différents symptômes possibles. Alors, il faut bien se souvenir que les poussées peuvent être imprévisibles, ne sont pas toujours en augmentant. Ils peuvent varier d'une fois à l'autre en termes de symptômes, de durée, puis de sévérité. Quand est-ce qu'on traite une poussée? Bien, c'est quand c'est un nouveau symptôme, un symptôme qui est invalidant ou qui vous empêche de fonctionner au quotidien ou qui semble progresser puis être constant. Quand il y a une perte fonctionnelle qui vous empêche de bien fonctionner ou d'accomplir vos activités au quotidien ou à la maison, au travail. Quand est-ce qu'on ne traite pas une poussée? Mais souvent parce que le délai depuis l'apparition des symptômes est trop long, puis qu'on n'envisage pas un bénéfice d'administrer de la cortisone. Quand c'est des symptômes qui réapparaissent dans un délai de moins de 30 jours depuis la poussée initiale, qui ne semblent pas vouloir progresser ou devenir invalidants, donc on considère, nous, que c'est une même poussée. C'est quoi les traitements possibles de poussée? Bien, les traitements peuvent varier selon le neurologue traitant. C'est du cas par cas. Donc, selon la sévérité de la poussée aussi, l'impact de cette poussée-là au niveau fonctionnel, puis la durée de la poussée ou de l'apparition de ces symptômes-là. Les types de traitements possibles d'une poussée vont être la cortisone, la réadaptation, le temps et le repos. La récupération suite à une poussée peut être en dents de scie, donc il ne faut pas s'inquiéter, puis il faut être patient. Euh, Ne pas récupérer d'une poussée ou de plusieurs poussées consécutives, ça pourrait vouloir dire qu'il y a une lente évolution de la maladie aussi, qu'il y a des séquelles qui vont être permanentes ou qui vont rester. Il y a beaucoup de poussées. Si on a beaucoup de poussées dans une période restreinte ou dans la même année, bien, ça pourrait nous laisser présager une maladie qui est plus agressive ou qui est réfractaire au traitement qui est utilisé en clinique.
Distinguer les poussées résiduelles d'une poussée versus une évolution ou une progression de la maladie. En maladie poussée-rémission, les symptômes d'une poussée peuvent prendre des jours, des semaines, des mois avant de se résorber. On parle de symptômes résiduels qui peuvent être longs avant de vraiment disparaître ou ne jamais disparaître complètement. À ce moment-là, on va parler de séquelles. Quand les symptômes persistent au-delà d'un an après la poussée, on peut penser qu'ils seront maintenant permanents. Il faut se laisser une chance. Souvent, on va être très positif, puis c'est correct de l'être, là. Souvent, les poussées, même sans nécessairement cortisone, vont récupérer par elles-mêmes, mais quand ça fait des semaines, des mois, puis si on arrive à une année sans nécessairement de changement ou s'il y a une stabilité, un plateau dans la récupération de cette poussée-là, ben c'est là qu'il faut penser que ce symptôme-là ou les symptômes résiduels ben, pourraient être permanents. L'évolution, la progression de la maladie pourrait se définir comme étant l'accumulation aussi de séquelles sans retour à la normale, et ce, de façon croissante. Les conséquences possibles, l'accumulation de l'invalidité, puis à ce niveau-là, c'est ce qu'on veut souvent éviter afin de prévenir que la maladie se transforme en maladie qui est plutôt progressive plutôt qu'active. L'accumulation, elle peut être multifactorielle, donc elle peut être sensitive, fonctionnelle, elle peut être aussi cognitive. En maladie progressive, la maladie progressive est vraiment caractérisée par une progression qui est continue des symptômes, puis ce, sans poussée franche nécessairement. On n'aura pas nécessairement de poussée où les gens vont nous appeler, vont nous dire: «Hey, là, ça va pas, il se passe de quoi, ça va pas bien». C'est des symptômes qui augmentent graduellement, tranquillement, puis c'est quelque chose sur lesquels on ne peut pas nécessairement intervenir, où il n'y a pas vraiment de bénéfice à tenter de donner de la cortisone ou tout ça, à ce niveau-là. Donc les conséquences reliées à cette progression-là qui est continue, bien, c'est l'accumulation de l'invalidité aussi en maladie progressive. Pourquoi bien contrôler la maladie? Bien, pour prévenir l'évolution rapide ou l'accumulation de cette invalidité-là de façon permanente. Ça peut être, qui pourrait être dû à des pertes sensitives, des pertes motrices ou des pertes cognitives. Prévenir ou ralentir, hein, on veut contrôler la maladie pour prévenir ou ralentir la fréquence des poussées, la sévérité de ces poussées-là, réduire le nombre de nouvelles lésions à la résonance magnétique, puis vraiment diminuer le plus possible l'évolution de la maladie vers une forme progressive. On veut aussi limiter l'impact sur la vie personnelle, sociale, la vie familiale, le travail, le revenu, l'indépendance, l'autonomie, l'humeur, l'image de soi et le rôle auquel on s'attribue là. C'est toutes des choses avec lesquelles on est parfaitement conscient, un impact important là, au niveau de la vie. Ouais. Les critères d'évaluation des neurologues, le NEDA, on en avait un petit peu parlé au début. Nous, on a vraiment eu un comité canadien qui s'est attardé là, sur ces critères-là pour vraiment bien mesurer là, le fait qu'une maladie ne présente pas d'activité. Donc, les critères principaux pour évaluer ça, ben, c'est les poussées. Souvent, quand que vous allez avoir votre rendez-vous avec le neurologue, on va regarder depuis la dernière visite, dans la dernière année, est-ce qu'il y a eu des poussées? Si oui, combien? Est-ce que ces poussées-là ont récupéré? Est-ce qu'il y a eu des résonances magnétiques? Si oui, à la résonance magnétique, est-ce qu'il y a eu l'apparition de nouvelles lésions? Ces lésions-là, est-ce que c'est une seule lésion? Est-ce que c'est plusieurs lésions? Ça va faire qu'on va un peu quantifier l'évolution ou la sévérité de l'apparition de ces lésions-là, mettons, de degré léger, modéré à sévère. C'est la même chose pour les poussées. Au niveau de l'invalidité aussi, on a ces critères d'évaluation-là qui va faire que lors de l'examen neurologique de votre neurologue, on va voir des différences au niveau de l'EDSS, qui est l'échelle étendue là, au niveau de l'incapacité. Par l'examen neurologique, bien, le neurologue établit un score, puis d'une fois à l'autre,
On peut voir si ça se maintient ou s'il y a une évolution à ce niveau-là. Puis ça aussi, ça va nous permettre d'identifier si au niveau de l'invalidité, il y a une atteinte ou il y a une évolution qui est légère, modérée ou sévère. Tous ces critères-là vont faire qu'on va vouloir prendre une décision suite à cette évaluation-là, qui va être soit de maintenir le traitement que vous avez actuellement ou de penser changer pour avoir un meilleur contrôle de la maladie. Il peut aussi y avoir d'autres facteurs qui sont à considérer comme l'atrophie cérébrale. Ça, c'est perceptible, c'est vu par le neurologue sur les résonances magnétiques, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est concrètement mesurable, mais c'est quand même un critère qu'on prend en considération. Puis, il y a aussi la cognition. La cognition, souvent, les gens vont s'en plaindre s'il y a vraiment de l'atteinte à ce niveau-là. On a des tests cognitifs qui peuvent être faits, il y a des neuropsychologues qui peuvent être consultés. On est capable de mesurer, d'évaluer ou de voir des atteintes à ce niveau-là. Il n'y a pas nécessairement de traitement ou d'outils actuellement qui peuvent être fournis pour tenter là, de maintenir ou le plus possible la cognition, mais on favorise beaucoup le fait que les gens fassent beaucoup de lecture, entretiennent leur cerveau, fassent de plus en plus d'activités, donc qui peuvent maintenir aussi l'attention le plus possible, puis tenter de préserver cette portion-là. Donc, tout ça, le but visé dans tout ça, c'est d'avoir une absence d'évolution de l'activité de la maladie, donc maintenir le NEDA, qui est le No Evidence of Disease Activity. Puis ça, principalement, nous, on considère qu'on peut faire ça en ayant une bonne gestion des symptômes qui sont modificateurs de la maladie, puis en traitant rapidement des changements ou si on voit qu'il n'y a pas de réponse ou que la réponse est non efficace au traitement, d'être plus agressif, puis de passer à d'autres types de traitements. Ici, je vous ai mis un petit peu l'échelle de DSS pour vous montrer un peu c'est quoi lors de l'examen neurologique fait par votre neurologue. Donc, c'est cette échelle-là qui nous donne un score aussi au niveau de l'invalidité. Donc, c'est une échelle qui est de 0 à 10. Donc, à 0, c'est certain qu'on a un examen qui est parfaitement normal. Déjà, à partir de 1, c'est qu'on a un système fonctionnel qui peut être qui est évalué par le neurologue lors de l'examen neurologique. Donc, il y a différents systèmes fonctionnels qui peuvent être évalués, ou pas qui peuvent, mais qui sont évalués. Donc, nous, on parle de système pyramidal, on va évaluer la force musculaire. On parle de système cérébelleux, on va évaluer l'ataxie, les troubles d'équilibre. On parle du tronc cérébral. À ce moment-là, on va évaluer s'il y a des mouvements anormaux au niveau des yeux, du nystagmus, qu'on appelle de la dysarthrie, de la difficulté à articuler ou la difficulté à avaler. Il peut y avoir aussi les symptômes sensitifs, les brûlures, sensations de vibration ou d'engourdissement. Il y a des symptômes sphinctériens. Tous ces symptômes-là ou ces systèmes fonctionnels-là sont évalués là, avec des pointages, puis à la fin, on accumule ces pointages-là pour avoir le score final. Donc, il y a le système fonctionnel sphinctérien, visuel aussi. On va voir s'il y a des scotomes, des points noirs au niveau de la vision, au niveau mental aussi, le ralentissement au niveau de l'attention, de la concentration, l'humeur et tout ça. Puis au niveau ambulatoire, on suit beaucoup à cette échelle-là ici qu'on voit à l'écran pour pouvoir codifier l'ambulation. Donc, en conclusion, tout tourne autour de la connaissance et de la reconnaissance de la maladie et de ses symptômes. Chaque personne doit se considérer unique dans l'évolution de sa maladie et ne pas se comparer à autrui, aux autres. La collaboration entre vous et votre équipe traitante est certainement l'élément principal, l'élément clé afin d'augmenter les chances de réussite. La connaissance, l'éducation sont clairement, selon moi, des éléments qui permettent de diminuer le stress et l'anxiété. Mieux apprendre à se connaître ou à reconnaître ses symptômes ou à connaître sa maladie, c'est clair qu'on va agir au niveau du stress ou de l'anxiété associé à ça. Donc, c'est important de communiquer, valider tout doute ou inquiétude avec des bonnes ressources, soit votre équipe traitante, les programmes de soins, la Société canadienne de la sclérose en plaques. Il y a vraiment beaucoup de bonnes ressources. Juste, je mettrai un bémol sur Dr. Google.
parce qu'on a tendance, ou les gens ont tendance à aller explorer facilement sur Google des symptômes ou des façons d'agir. Puis, il faut faire attention. On considère qu'il faut toujours réfléchir puis penser que tout est du cas par cas. Puis, vous êtes unique dans votre maladie. Puis, il faut faire affaire avec les bonnes personnes. Alors ici, ben, j'ai les références. Alors, je vous dis merci. Puis, on va passer à la période de questions peut-être, là. Ben, merci beaucoup, Nathalie, pour la super belle présentation. Tu as fait vraiment un beau résumé. Il y a eu quelques questions là, dans le chat qui ont été répondues là, par José. Pour moi, ta présentation était super claire parce qu'on n'a pas eu beaucoup de questions non répondues. Il y en a une des premières questions qui a été posée, j'aimerais pas y revenir. En fait, puis gênez-vous pas tout le monde là, pour écrire là, si vous avez des questions là, que vous aimeriez adresser à Nathalie, là, vous pouvez les écrire là, dans la boîte de clavardage là, pour les prochaines minutes. On va essayer d'y répondre. Une question qui a été posée en début là, de présentation, c'est par rapport au spa. Quelqu'un nous a écrit est-ce que le spa, dans le fond, c'est pas recommandé? Puis je trouvais que c'est une question qui nous arrive souvent là, en clinique. Là. Les gens se questionnent bon, ben, est-ce que je peux prendre un spa? Est-ce que ça peut être mauvais pour ma maladie? Ça fait que je t'adresse la question pour que tu puisses y répondre un peu plus avec un peu plus de viande autour de l'os. Oui, mais moi, je pense qu'il ne faut pas se priver de rien au départ. Moi, je ne pense pas que en plaque fait que parce qu'on présente des symptômes, il faudrait s'empêcher de vivre des choses, puis encore moins de vivre des bonnes choses, se faire plaisir. Donc, c'est certain que chez les personnes chez qui le spa va occasionner plus de symptômes ou de la réapparition, d'engourdissement, des choses comme ça, c'est sûr que ça peut être désagréable, mais ça peut être quand même tolérable. Puis, si ce n'est pas trop incommodant, puis que ça apporte un plaisir ou un bénéfice, moi, je pense que j'empêcherai pas personne d'en bénéficier. Mais c'est certain que si, lors d'exposition à cette chaleur-là, on ne se sent vraiment pas bien, puis ça provoque des inconforts importants ou même de la douleur, parce qu'il y en a qui vont avoir de l'hypersensibilité ou peu importe, là. À ce moment-là, ben, je me dirais, ben, on apprend à se connaître, puis on sait ce qu'on ne tolère pas, puis c'est à nous autres à mesurer ça. Mais derrière tout ça, il faut juste se souvenir que la réapparition de symptômes lors d'exposition à la chaleur n'est pas associée à une poussée ou un danger ou un problème ou une évolution de la maladie ou une activité de la maladie. C'est juste une réactivation de symptômes, donc c'est pas grave. Juste le fait de se retirer de cette exposition-là, les symptômes habituellement vont se replacer tout de suite après, puis ça finit là, puis on peut recommencer. Il y en a que ça va être à la course. Il y en a qui vont s'entraîner puis ils ne s'empêcheront pas de s'entraîner à cause de ça. Ils vont continuer, mais ils vont devoir peut-être prendre des pauses plus fréquentes parce qu'à un certain moment donné, la chaleur est tellement intense que le symptôme est intolérable puis ils doivent prendre une pause. T'sais. Je pense qu'il faut juger là, le pour et le contre. C'est individuel. Ouais. Tout à fait. Puis il y a des gens qui sont plus fragiles à la chaleur, que pour eux, ça fait vraiment augmenter beaucoup leurs symptômes. Ben, à ce moment-là, c'est vraiment, comme tu dis, du cas par cas. Moi, je vais me permettre une petite parenthèse, là, mais un exemple là, qui me vient souvent en tête, c'est Lise, une de nos patientes, qui était arrivée pour venir me voir. Puis elle avait la sclérose en plaques depuis une dizaine d'années. Puis elle avait eu quelques poussées en début de maladie, mais là, elle était assez stable. Puis elle était arrivée dans mon bureau sans rendez-vous, puis elle m'avait dit oh là, Isabelle, là, j'en peux plus, là, j'ai tout le temps des symptômes, puis ma sclérose en plaques évolue. Puis là, j'ai dit t'es donc bien bronzée, toi. Fait qu'elle dit je t'ai pas dit ça, je me suis acheté un salon de bronzage. Fait que là, ben, en fait, ce qui arrivait, c'est que chaque jour, elle allait 10-15 minutes en cabine de bronzage, fait que ça élevait sa température corporelle. Puis tout d'un coup, puis là, ben, il y a des anciens symptômes qui revenaient. Une journée, elle avait la main engourdie. Une autre journée, elle allait faire pipi 15 fois dans la journée. Tu sais, elle avait plusieurs symptômes différents qu'elle avait déjà expérimentés.
Mais là, c'était comme à tous les jours. Puis là, ben, elle pensait que la maladie évoluait, mais en fait, je l'ai fait voir par le neurologue. Elle a passé une résonance magnétique, puis tout était stable. Mais elle, au quotidien, elle sentait que ça allait moins bien. Mais dans le fond, comme tu as montré l'algorithme tantôt, tu sais, d'évaluation poussée, pseudo-poussée, puis peut-être qu'on pourra le mettre aussi disponible là, tu sais, l'algorithme, là, on pourrait voir avec la Société canadienne, mais on pourrait peut-être le partager parce que c'est tellement utile, tu sais, dans le fond, pour départager, bon, ben, tu sais, ça me pisse-tu plus vers une poussée ou vers une pseudo-poussée? Parce que si j'ai chaud ou si je fais de la fièvre, ben, c'est pas la sclérose en plaques, tu sais, qui est vue. Ouais. Effectivement. Puis pour ce qui est de l'algorithme, là, je pense qu'on a dit au début que la présentation va pouvoir être réécoutée sur YouTube. Puis quand c'est un diapo ou un PowerPoint, on peut faire des snapshots de certaines diapos. Donc, je ne sais pas, mais en attendant, s'il y a des gens, c'est peut-être une façon rapide là, d'aller chercher l'algorithme. Puis sinon, en attendant, ben, on essaie de trouver un moyen là, de pouvoir le fournir là. Puis pour ce qui est de l'UTOF, là, il y a des trucs, hein, on n'a pas parlé, mais il y en a qui vont porter des petits collets réfrigérants autour du cou pour se permettre de poursuivre les activités. Il y en a qui vont porter des vestes où ils vont se mettre des petits aspects. Moi, j'ai eu des horticulteurs, là, des gens qui travaillaient à l'extérieur, tout ça, qui avaient de la difficulté à la chaleur, ben, ils se mettaient un coat de jean, des ice packs dans les poches, puis ça permet juste d'avoir de préserver la température corporelle puis de faire que l'exposition à la chaleur va être plus tolérable. Fait qu'il y a toujours moyen de trouver des petites solutions, là. On a quelques nouvelles questions qui sont apparues ici. En fait, il y a quelqu'un qui nous dit qu'elle a une forme progressive avec poussée, puis qu'elle a une atteinte au niveau d'une jambe. Puis, on lui aurait dit qu'à son âge, à 64 ans, que c'était peut-être moins facile d'offrir un traitement. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à dire par rapport à ça. C'est difficile comme ça, là, parce que je pense ça, hein, c'est pas mal. ensemble de l'histoire de la maladie. Mais c'est sûr que c'est d'en discuter quand on a une maladie active, que c'est concret, les symptômes, ou s'il y a des images radiologiques qui viennent confirmer l'activité de la maladie, bien, c'est des discussions à avoir avec le neurologue. Là. Je pense que c'est les spécialistes, puis il faut se fier à leur expertise puis leurs recommandations. Là. Puis il y a aussi, il faut juste penser aussi qu'il y a des critères, hein, parce que même s'il y a des traitements en maladie progressive, il y a quand même des critères d'obtention de ces traitements-là. Puis il se peut que vous, les gens s'en rendent plus ou moins compte, mais que le neurologue sache très bien que la personne ne remplit pas les critères d'obtention du traitement. Donc, ça, c'est pour ça qu'il faut en parler avec son médecin. Tout à fait. Il y a plusieurs aspects qui rentrent en ligne de compte par rapport à ça, pas seulement l'âge, la présentation aussi de la maladie, la résonance magnétique. Ouais. On a une question sur l'exercice, en fait, parce que tu mentionnais avec raison que l'exercice est vraiment essentiel là, pour maintenir une bonne mobilité. La question est la suivante. Dans le fond, je comprends que faire de l'exercice est nécessaire, bien évidemment, selon ma capacité, c'est vrai. Mais quel exercice je dois privilégier pour faire en sorte que la sclérose n'évolue pas, ou du moins le moins possible? C'est difficile. Je ne pense pas qu'il y ait d'exercices spécifiques qui sont à faire, mais c'est de continuer à bouger, de continuer à être actif continuellement selon nos capacités. Puis ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on a vu des études, puis je pense, Isabelle, tu étais vraiment au courant aussi par rapport à ça. Là, on a vu des présentations sur le fait que les patients qui avaient des programmes d'exercice ou de la physiothérapie ou qui maintenaient une mobilité ou le fait de bouger plus au quotidien change vraiment le pronostic de l'évolution de la maladie. C'est sûr qu'au départ, le diagnostic, on l'a, mais à long terme, dans l'évolution de la maladie, on va voir que les gens qui maintiennent ou qui bougent plus vont évoluer
de façon plus ralentie ou je dirais positive, dans le sens que la maladie progresse peut-être moins rapidement qu'une personne qui ne bouge pas beaucoup. Mais faut y aller selon ses capacités, puis il faut être réaliste. C'est beau faire de l'exercice, c'est beau dire faire de l'exercice, mais il faut quand même avoir la capacité de le faire, là, ça c'est certain. Il n'y a pas vraiment d'exercice spécifique pour l'évolution, comme tu dis, mais je pense que l'exercice que vous aimez faire, ben, c'est le meilleur exercice. Puis du cardio, c'est bien, ne serait-ce que marcher à votre rythme une vingtaine de minutes ou si ce n'est pas possible, vous y allez graduellement. Puis il y a eu beaucoup d'études aussi sur la natation, l'aquaforme, le tai chi ou juste permet de relaxer, ça libère des bonnes hormones, ça fait circuler, ça aide à la circulation sanguine, ça aide pour plein de trucs, ça aide pour l'élimination intestinale, ça fait que peu importe l'exercice. Puis sur le site de la Société canadienne aussi, il y a beaucoup d'informations sur l'exercice, il y a même des liens pour des vidéos, il y a des applications aussi pour les personnes atteintes de la sclérose en plaques, comme par exemple ABY, A-B-Y, qui est une application qui nous présente des capsules d'exercice par niveau. Donc, on commence le premier niveau, puis par la suite, ça débloque le deuxième. Il y a de la méditation, du yoga. Il y a beaucoup de ressources. Puis sur la page, sur le site web de la Société canadienne de la sclérose en plaques, vous allez pouvoir trouver des exemples d'exercices, puis même des exercices peut-être un petit peu plus spécifique aussi pour les gens qui ont certains symptômes, comme par exemple de la spasticité, des exercices d'étirement. Oui, c'est vrai. Moi, je vous invite à aller là, prendre des informations sur le site de la Société. Est-ce qu'on a d'autres? On a Gabriel Torani qui nous a, qui est un partenaire qui nous a pris un imprimé-écran de l'algorithme, là. Donc, dans le fond, il nous l'a présenté. Pour les gens qui ne veulent pas retourner visionner la présentation, on peut conserver l'algorithme là, ici. Sinon, est-ce qu'on a d'autres? On a une autre question ici. Est-ce que les traitements atténuent bien les symptômes? C'est certain que c'est général comme question. Bien, les traitements des symptômes, là, c'est vraiment un travail de collaboration entre vous et l'équipe traitante parce que souvent, des traitements de symptômes, ça n'agira pas nécessairement dès le moment où on va les prescrire, ces traitements-là. Il se peut que ça prenne une semaine, 2 semaines, quelques semaines avant de finir par faire vraiment un bon effet. Donc, il faut souvent être patient, ce qui n'est pas toujours facile, mais c'est vraiment en discutant, en se parlant. Puis, si un traitement n'est pas efficace, éventuellement, on peut des fois on peut augmenter les doses, on peut les corriger, on peut tenter d'autres types de traitements parce qu'il n'y a pas toujours juste un traitement possible. Donc, c'est toujours au niveau de la communication, finalement, qu'on arrive là, à bien gérer ça, là. Mais l'idée, c'est de ne pas nécessairement arrêter quelque chose parce qu'au bout de 2 jours, 3 jours, on considère que ce n'est pas efficace. Il faut se laisser le temps. Puis avant d'arrêter un traitement de symptômes, je pense que c'est bien d'en parler avec son équipe traitante parce que nous, on ne cesse pas nécessairement un traitement pour passer à un autre. Donc, ça ne serait peut-être pas nécessairement un bénéfice de cesser votre traitement parce que ça devient difficile d'avoir un point de repère pour notre point de départ à ce moment-là pour voir l'efficacité. Fait que c'est vraiment là, de communiquer avec votre clinique à ce moment-là. Là. Ouais. Alors, je pense qu'on a fait le tour des questions. Nathalie, encore une fois, un gros merci pour ta belle présentation. Merci à toutes. Merci. Merci à la Société canadienne de la sclérose en plaques, qui est un partenaire extraordinaire. Puis, on va vous placer un lien pour compléter une évaluation de notre activité. Ça serait vraiment super gentil là, de prendre quelques secondes pour y répondre. Nous, ça va nous pister, ça va nous aider à savoir qu'est-ce qu'on peut améliorer. Puis, parce qu'on vous prépare là, des nouvelles présentations là, au cours des prochains mois. Donc, c'est ça. Je pense que ça fait le tour. Merci à tout le monde. Merci à tous d'avoir assisté.
Puis, la présentation va se retrouver sur la chaîne YouTube. Vous allez pouvoir retrouver le lien là, sur le site de la Société canadienne de la sclérose en plaques. Ah, c'est bon. Ben, merci Isabelle. Puis on se retrouve au mois d'octobre avec la prochaine présentation de José Poirier qui va être sur la grossesse. Fait que, au plaisir. Au revoir tout le monde. C'est bien, bye bye.